parlait de grand remplacement, c'est-à-dire l'idée qu'une race, quelque chose comme ça, un mot de ce type-là, va remplacer les Français petit à petit par des ruses machiavéliques, etc. Bon, quand vous avez lu le 11e chapitre de Mein Kampf, qui n'utilise pas le mot grand remplacement, mais qui explique que les Juifs sont à la tête d'un complot mondial qui vise à remplacer les Allemands, à la fois par le pouvoir des journaux, à la fois par voie sexuelle, en pervertissant les jeunes Allemands ou les jeunes Allemandes, et que le but c'est de priver les Allemands du pouvoir sur leur pays, vous frissonnez. Ça, c'est le premier point. Dans cette campagne présidentielle, il y a eu des termes qui ont été employés d'ailleurs un peu partout, qui m'ont vraiment fait horreur, et je pense que si la France ne se ressaisit pas, et si elle ne réfléchit pas à ce qui s'est passé à ce moment-là et aux termes qu'on a employés, on va au-delà de catastrophes sans nom. Ça, c'est pour le fond, et je crois que je ne m'attendrai pas, c'est suffisamment clair. Sur la forme, il y avait autre chose qui m'intéressait beaucoup, et je le dois effectivement à la réflexion de Florent Braillard. Je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un trait commun entre un certain nombre de phénomènes, et un aspect fondamental de la langue qu'utilise Hitler dans Mein Kampf, c'est la confusion. On a été persuadé en 1924, quand ce livre est sorti, les Allemands se sont dit, mais regardez ce bouffon, il n'est pas capable d'écrire 2 phrases, comment voulez-vous qu'un type pareil arrive au pouvoir? Et il se trouve qu'une de mes amies et collègues, qui s'appelle Bérangère Viennot, a travaillé énormément sur la langue. Elle a écrit un livre remarquable que je vous conseille, qui s'appelle La langue de Donald Trump aux arènes, sur la langue utilisée par le président, l'ex-président des États-Unis, et sans doute pas le futur, et qu'elle avait trouvé les mêmes caractéristiques. On a commencé à travailler ensemble, à échanger en fait des articles universitaires à travers une revue américaine qui m'avait demandé un article, et on s'est aperçu qu'on travaillait un petit peu sur les mêmes problèmes. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'idées qui sont non pas défendues par des arguments rationnels et logiques, mais qui sont défendues dans la confusion du langage pour aboutir dans une confusion totale des démonstrations, qui ne sont plus dès lors des démonstrations ou des sophismes, des syllogismes, aboutir à la fin de ces démonstrations à des choses d'une simplicité absolue, qui sont violentes, qui sont racistes, qui sont haineuses en général, et qui arrivent à mobiliser des foules qui n'ont pas la capacité d'analyse, et qui en plus se laissent hypnotiser par ces discours extrêmement confus, qui ont l'air d'être des discours cultivés, des discours reposant sur un savoir. On a entendu à propos d'un candidat en particulier lors de ces dernières présidentielles qu'il avait des connaissances historiques énormes. Je peux vous garantir que tous les historiens qui connaissent tous les domaines dont il parle savent pertinemment que c'est une imposture absolue et que ce monsieur simplement brasse du vent et des termes confus pour arriver à ce qu'il veut, en l'occurrence dire qu'il faut faire pratiquer la rémigration, ce qui est une traduction confuse du terme déportation. Cet aspect de la confusion du langage, j'ai commencé à travailler dessus, donc à la fois sur Donald Trump et puis sur d'autres éléments. Le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, en France, a été accompagné par un livre qui s'appelle Crépuscule, d'un jeune avocat, qui s'appelle Juan Branco, et j'ai lu ce livre en préparant mon livre. J'ai retrouvé exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une littérature qui accumule des faits tout à fait contestables et qui les mélange dans un style et dans une forme qui rend en fait le texte pratiquement incompréhensible pour le commun des mortels, mais le commun des mortels se dit que ça doit être très intelligent et donc la conclusion doit être vraie. Ce style-là, c'est simplement le style du populisme de tous les bords, y compris lorsqu'il se mêle. C'est ce que j'ai essayé de démontrer à la fin de mon livre, c'est qu'il faut se méfier des dictateurs qui avancent avec l'air d'être incultes et de ne pas savoir parler. Il y a un texte absolument magnifique de Thomas Mann qui date de 1934, donc après l'arrivée au pouvoir de Hitler, qui reprend cette idée qu'on a eue en Allemagne que Hitler était un pauvre type, qui était incapable d'écrire, incapable de penser, qui n'aurait jamais aucune action politique en dehors de son petit cercle de skinhead. Je continue mes comparaisons modernes, et que donc il n'arriverait jamais à rien. Et tous ces gens-là se sont littéralement laissés déborder par la vague et n'ont rien compris. Je viens de traduire un texte qui s'appelle Février 33, qui va paraître aux éditions Grasset au mois de janvier, d'un historien qui s'appelle Uwe Wittstock, qui montre à quel point les intellectuels allemands n'ont rien compris, et jusqu'à l'élection de Hitler, ont été persuadés que ça ne fonctionnerait pas, qu'il ne courait aucun risque. Et il montre les gens prenant le train quelques jours après la désignation de Hitler au poste de chancelier, prenant le train de toute dernière minute avec la Gestapo derrière eux,
il faut se méfier. On dit toujours prenez garde au début, c'est cette vieille expression. Et là, prenez garde au début confus.